Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue au workshop de la communauté Les entreprises s'engagent, intitulé Solidarité Ukraine, comment engager mon entreprise. Alors tout d'abord, on est ravis de vous accueillir pour ce deuxième workshop, après celui qui était dédié au contrat d'engagement jeune en avril et qui vous avait réunis nombreux et vous aviez pu poser vos questions. Le principe du workshop, il est très simple. En 1 heure, on revoit ensemble les leviers d'action qui permettent aux entreprises d'agir concrètement pour des publics bénéficiaires. Et aujourd'hui, on a notamment les déplacés d'Ukraine. On aura des témoignages de ministères, de directions, d'associations, évidemment de partage d'expériences d'entreprises. Et bien sûr, comme la dernière fois, vous pourrez poser vos questions dans le live, donc n'hésitez pas. Alors, pour introduire très brièvement ce webinaire, avant que je passe la parole à mes interlocuteurs, le webinaire, il intervient dans un contexte particulier de crise, où on a un déplacement massif de population ukrainienne et on a des milliers d'Ukrainiens qui arrivent en France avec des besoins en termes d'emploi, en termes de logement, de régularisation administrative. Et nous, on a la conviction que les entreprises ont un rôle clé à jouer pour répondre à une partie de ces besoins. Du coup, au programme, on va avoir un premier point de situation avec le Haut Commissariat à l'emploi et à l'engagement des entreprises, notamment le Haut Commissaire Thibault Guilluy, et également la délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés. Ensuite, on regardera ensemble comment les entreprises peuvent recruter et accueillir des personnes déplacées en entreprise, avec le témoignage de Pôle emploi et de 2 entreprises. Puis, on regardera comment s'engager sur la mise à disposition de logements et d'équipements, avec notamment la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, puis le témoignage d'une entreprise et d'un partenaire, la Croix-Rouge. Et enfin, on écoutera un intervenant de Je veux aider sur la mobilisation des collaborateurs. Voilà, pour pas prendre plus de temps, je vais donner la parole au haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, qui est également coprésident de la communauté Les entreprises s'engagent, Thibault Guilluy. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous et veuillez excuser l'environnement bucolique derrière moi, mais je suis en déplacement à Colmar, mais je suis ravi d'être avec vous pour cette mobilisation sur l'Ukraine. Alors, l'engagement des entreprises en faveur de l'emploi des personnes réfugiées constitue depuis le lancement de l'initiative par le président de la République il y a maintenant 3 ans une thématique prioritaire. Ça faisait déjà quelques mois que nous travaillons avec les services de l'État et notamment ceux du ministère de l'Intérieur qui interviendront dans ce workshop à mobiliser les entreprises de notre communauté. Nous avions démarré à une centaine en 2018. Nous avons dépassé la barre des 40 000 entreprises ce mois-ci. Donc, nous sommes de plus en plus nombreux. Et donc, pour sensibiliser, informer sur les dispositifs qui permettent d'agir sur l'accueil, le recrutement des personnes réfugiées. Le contexte de crise que vous connaissez aujourd'hui nous a invités, avec ce déplacement massif de population qui fuit la guerre en Ukraine, à accélérer la nécessité que collectivement on puisse s'organiser pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions ces personnes. Et c'est dans ce contexte que depuis quelques mois, quelques semaines, nous travaillons ensemble à apporter des solutions concrètes que nous vous partagerons, présenterons aujourd'hui. Dès le début de la crise, et je tenais à vous en remercier, de très nombreuses entreprises spontanément ont manifesté leur souhait de s'engager. Dans ce contexte, notre communauté, la communauté des entreprises s'engage, s'est mobilisée pour vous accompagner et pour essayer de créer les meilleures conditions possibles entre les services de l'État et puis vos initiatives, de pouvoir les mettre en œuvre et de pouvoir les essaimer, les déployer le plus largement possible. Alors, nous avons 3 leviers d'action de la communauté pour pouvoir se faire. Le premier, c'est de créer un commun d'information accessible en ligne à toutes les entreprises. Vous nous avez dit, mais on a envie de nous engager, mais comment le faire? Donc, dès le 17 mars, nous avons lancé un module dédié à l'engagement des entreprises que vous pouvez retrouver sur le portail lesentreprises-s'engagent.gouv.fr. Celui-ci réunit en lien continu avec les administrations compétentes, parce qu'évidemment, on essaye d'adapter, d'ajuster au fur et à mesure à la réalité concrète du terrain, les informations, les liens utiles et les services permettant
à vos entreprises de vous engager, que ce soit pour accueillir les personnes déplacées au sein de vos entreprises, d'opérer des dons financiers, des dons matériels. On parlera là avec l'entreprise United Bay du boulanger, des opérations, par exemple, d'équipement pour le logement. De proposer à vos collaborateurs de vous engager sous forme différente, de pouvoir le faire. Donc, plusieurs façons de pouvoir agir, de pouvoir s'engager qui vous sont présentées sur ce portail. La mobilisation aussi des administrations compétentes pour faire en sorte d'optimiser les parcours entre vos actions et puis ce qui peut être mis en œuvre par les pouvoirs publics. Je pense au formulaire que nous avons mis en place de recueil des besoins de recrutement des entreprises que vous retrouvez sur le site. Je pense aussi au travail fin que nous avons mis en place avec les équipes de Pôle emploi pour rappeler chaque entreprise qui a décidé de s'engager et pour pouvoir l'accompagner et lui apporter les services, les conseils pour pouvoir réussir ensuite ces recrutements. Donc, un service qui est mis en place dans les 72 heures. Donc, vous voyez, on essaye d'avoir toujours la réactivité, l'agilité nécessaire pour faire en sorte que vos engagements puissent se transformer, se concrétiser le plus vite possible et le mieux possible. Vous êtes déjà plus de 2500 entreprises à vous être concrètement engagées auprès des réfugiés ukrainiens et 18 000 besoins de recrutement ont déjà été recensés. Et tout notre challenge maintenant, c'est évidemment de faire en sorte que derrière ces besoins de recrutement, on les connecte aux personnes réfugiées. Voilà, et je tiens aussi à souligner le fait que c'est beaucoup des TPE et des PME, évidemment des grands groupes qui se sont engagés, mais beaucoup des TPE, des PME qui sont engagés dans la dynamique, que ce soit dans les secteurs des services, du BTP, de l'hôtellerie-restauration, mais évidemment pas seulement. Je pense que j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer les équipes d'Alain Ducasse cette semaine et qui pourront partager aussi leur retour d'expérience dans le domaine. Et puis enfin, le troisième levier, c'est d'organiser des actions de sensibilisation, de mobilisation, de réflexion pour voir ensemble comment on peut améliorer le système, comment on peut aller chercher d'autres entreprises qui, sur la base de vos modèles, de votre exemplarité, pourraient rejoindre le mouvement et faire en sorte qu'on puisse être à la hauteur du moment qui est le nôtre et à la hauteur de toutes les personnes réfugiées ukrainiennes qui attendent après nous pour apporter des solutions. Donc, je vous souhaite vraiment un bon temps d'échange. Je remercie toutes celles et ceux qui sont déjà activement engagés. Et puis, évidemment, il ne faut pas qu'on en reste là et qu'on réfléchisse toujours et qu'on voit un petit peu ensemble comment on peut améliorer encore les choses, comment on peut aller encore un peu plus loin, car aujourd'hui, l'attente est importante. Et en même temps, cette attente et cette réponse aux réfugiés ukrainiens et aux personnes réfugiées de manière générale est aussi une part de la solution aux enjeux des entreprises qui cherchent des talents, qui cherchent des potentiels et qu'elles pourront aussi trouver à travers cet engagement-là. Merci à vous et bons échanges à tous. Merci beaucoup. Un grand merci au commissaire pour ce témoignage et ce point de situation. On va compléter le point de situation avec Alexandre Monclin du ministère de l'Intérieur. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup. Donc Alexandre Monclin, je suis conseiller élu et territoire à la délégation interministérielle aux réfugiés et je travaille également à la cellule interministérielle de crise qui gère l'accueil des ressortissants ukrainiens en France. Donc je vais essayer de vous faire effectivement un petit panorama des chiffres, à la fois peut-être au niveau européen, parce que je pense que c'est intéressant, et ensuite des besoins identifiés maintenant depuis un peu plus de 3 mois, depuis le 24 février, donc 4 mois, pardon. Voilà. Déjà au niveau européen, on est aujourd'hui à quasiment 6 millions de ressortissants ukrainiens déplacés dans un pays européen. La majorité se sont évidemment dirigés vers la Pologne, pays frontalier, la Roumanie ou la Hongrie, mais certains ont une route migratoire un peu plus longue puisque l'Allemagne accueille aujourd'hui 400 000 personnes et nous en France on accueille bientôt 100 000 personnes sur notre territoire.
Cette différence de chiffres entre l'Allemagne et la France, évidemment, s'explique principalement par la différence de taille de la diaspora ukrainienne qui était présente avant le 24 février et l'invasion du pays, puisque nous avions une communauté d'une vingtaine de milliers de personnes installées en France. Les 100 000 personnes aujourd'hui qui sont accueillies par la France sont réparties sur l'ensemble du territoire, comme vous avez pu le constater sur vos différents départements dans lesquels vous êtes implantés, principalement sur la région PACA, notamment à Nice, où on compte plus de 8 000 personnes sur la ville de Nice. À Marseille, évidemment, il y a le paquebot, on a accueilli quasiment 1000 personnes, mais également aussi en Île-de-France, Paris étant la ville la plus connue en Ukraine, et puis dans la région de Lyon et la région Rhône-Alpes. Cette répartition territoriale, aujourd'hui, elle est assez inédite dans l'accueil des populations. Elle s'est faite naturellement parce que les personnes rejoignaient de la famille, des amis. Et ce qui fait qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, on a décidé de gérer la crise de manière un peu différente. Et on a confié la gestion de cette crise au préfet de département, préfet de région. Tout ça pour proposer finalement un accompagnement qui soit le plus proche des besoins des personnes en fonction des territoires, la situation n'étant évidemment pas la même dans la région PACA qu'en Bretagne où les populations ukrainiennes sont beaucoup moins nombreuses. Cet accompagnement, il permet évidemment de répondre aux besoins des personnes avec une adaptation au niveau des collectivités. Il y a une très très forte implication des élus locaux et une très bonne collaboration entre l'État et les collectivités locales. Évidemment, cela s'explique parce que les publics accueillis, aujourd'hui, on compte quand même 80% de familles, principalement des femmes et des enfants, ce qui est aussi un fait nouveau par rapport aux populations qu'on a l'habitude d'accueillir en France. Ces 80% de familles, leur premier objectif, c'est de trouver de la stabilité, mais également de scolariser leurs enfants. Et la scolarisation se faisant au niveau municipal, il y a ce travail vraiment dans la finesse de dentelle qui était nécessaire et qui aujourd'hui est assez réussi puisqu'on compte plus de 18 000 enfants ukrainiens scolarisés en France. L'éducation nationale a fait un énorme travail au niveau des rectorats pour accueillir. Il y a un travail qui est fait également avec le ministère de l'Éducation nationale ukrainien pour proposer une continuité pédagogique. Voilà, donc il y a eu une très forte mobilisation des institutions, mais évidemment pas uniquement, et c'est pour ça qu'on est là, puisque la société civile, les citoyens, les associations, évidemment les entreprises que vous êtes, se sont mobilisés très rapidement et de manière surtout spontanée dès le 24 février, l'invasion du pays. Et donc nous, côté ministère de l'Intérieur, on avait l'objectif de pouvoir proposer une information à la fois officielle, c'est-à-dire validé, certifié aux personnes, aux Français qui voulaient s'engager simplement. Et donc, on a lancé ce portail qui s'appelle Pour l'Ukraine, qui a pour objectif, depuis le mois de février, de proposer des dispositifs d'engagement très simples. Évidemment, les entreprises s'engagent. On a créé des modules pour proposer de l'hébergement chez l'habitant. On a aussi proposé derrière de s'engager sur le bénévolat. Enfin, tous les dispositifs qui vont être présentés par la suite. Et on a rencontré un très fort succès puisqu'il y a eu plus de 3,5 millions de pages vues sur ce site en quelques semaines. Nous, notre objectif côté ministère de l'Intérieur, ce n'était pas de remplacer les initiatives. Au contraire, c'était de les valoriser, mais dans un cadre qui permette à la fois aux personnes accueillies et aux personnes accueillantes ou qui voulaient s'engager, d'être certains que leurs énergies allaient au bon endroit. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui sont nées à droite à gauche sur Internet, sur différents portails. On avait un enjeu sur la traite des êtres humains. On a fait énormément attention à ce point-là et on continue d'attirer votre vigilance d'ailleurs sur ce sujet. Donc ce portail, en fait, aujourd'hui, il a pour vocation à fédérer les initiatives, les énergies, mais aussi à pérenniser l'engagement de la société civile. On a lancé pas mal d'initiatives qui doivent répondre aux différentes problématiques que rencontrent les personnes qui s'installent en France. Un certain nombre vont évidemment retourner en Ukraine, mais on sait que beaucoup d'autres cherchent à s'installer durablement. J'ai parlé évidemment de la scolarisation des élèves, qui va de pair forcément avec l'accès à un logement durable, mais on a aussi évidemment les questions d'apprentissage du français et pour
couvrir tous ces besoins, le fait de trouver un emploi. On est sur des populations féminines, des adultes femmes, les adultes hommes n'ayant pas le droit de sortir du pays pour l'instant. Donc ces personnes aujourd'hui, elles sont prioritairement axées sur l'accès à la scolarisation, mais on sait qu'elles vont chercher à travailler. Beaucoup dans les secteurs de l'accès, de l'aide et l'autonomie des personnes, mais pas que. Donc votre mobilisation, elle est extrêmement importante aujourd'hui pour que ces personnes puissent trouver leur autonomie, ce qui est nous notre objectif côté ministère de l'Intérieur, qu'elles trouvent leur autonomie dans leur vie, dans leur projet de vie et qu'elles puissent se projeter durablement en France. Je ne vais pas faire plus long parce que je pense que les exemples qui suivent sont très parlants. Je voudrais remercier également tous les acteurs qui arrivent derrière, notamment la Croix-Rouge qui va parler d'un projet, mais on en a beaucoup avec. Voilà, je souligne l'engagement de la Croix-Rouge qui était vraiment remarquable. Merci beaucoup et je suis évidemment disponible pour répondre aux questions. Merci beaucoup Alexandre et merci à Thibaut pour ce point de situation. Je vous propose de passer à la deuxième séquence sur comment engager et comment recruter et accueillir des personnes déplacées d'Ukraine au sein de son entreprise. Alors pour cette deuxième séquence, on va démarrer par un témoignage de Pôle emploi avec Anne-Marie. Bonjour, je suis Anne-Marie Da Silva, je travaille à la direction des partenariats au sein de la direction générale. Je vais vous dresser un peu le portrait en complément de ce qui a déjà été dit. Donc, on va être une population essentiellement féminine. Aujourd'hui, alors la particularité en fait des déplacés ukrainiens, c'est que donc ils ont obtenu l'autorisation de travailler immédiatement et de pouvoir s'inscrire sur les demandes d'emploi. Donc, du coup, leur démarche de recherche d'emploi est tout à fait légale et facilitée par ces procédures. Aujourd'hui, nous avons environ 6200 personnes inscrites à Pôle emploi. 880 d'entre elles sont déjà en formation. Ça a déjà été dit, donc essentiellement une population féminine avec un niveau de qualification plutôt en fait supérieur au bac. Et issus en fait des grandes villes. Et alors là où effectivement la question qui se pose, c'est sur la maîtrise en fait du français. Aujourd'hui, il y a à peu près en fait 11% des demandeurs d'emploi ukrainiens qui déclarent maîtriser le français. Donc aujourd'hui, un accompagnement particulier de ces déplacés ukrainiens avec la volonté en fait de poser le diagnostic et de les accompagner dans leur démarche, sachant que pour beaucoup d'entre eux, il va y avoir en fait des compléments linguistiques à apporter. Et c'est notre rôle aujourd'hui en complémentarité avec la direction, avec vous, entreprise, sur vos besoins. Nous avons à votre disposition et à disposition de ces demandeurs d'emploi en fait des dispositifs de formation qui permettent de compléter, de leur permettre de maîtriser la langue française et puis aussi de compléter des aspects techniques de la profession. Donc voilà, nous sommes à votre disposition et à disposition de ces demandeurs d'emploi lorsqu'il y a des opportunités d'emploi pour apporter des compléments de formation. Merci beaucoup Anne-Marie. Et pour compléter ce témoignage côté Pôle emploi, j'accueille Quentin Duvivier. Quentin Duvivier, responsable du département coopération entreprise, donc à la direction générale de Pôle emploi. Pôle emploi, c'est bien sûr accueillir, inscrire, accompagner les déplacés ukrainiens en recherche d'emploi, mais c'est aussi accompagner les entreprises qui souhaitent recruter, entre autres, des personnes qui sont déplacées et inscrites à Pôle emploi. Alors pour ceci, j'allais dire, il y a deux façons. Thibaut l'évoquait tout à l'heure, il y a s'engager sur la plateforme. Les entreprises s'engagent déplacées d'Ukraine et s'engager en manifestant son intention de façon très simple, très descriptive, son intention de recruter des personnes déplacées, en tout cas son ouverture à recruter des personnes déplacées. Thibaut le disait, je vais pas revenir dans les chiffres, à ce stade, à peu près plus de 2800 entreprises se sont engagées sur le volet recrutement, donc au bénéfice des déplacés d'Ukraine. Qu'est-ce que fait Pôle emploi derrière? Eh bien, nos 5500 conseillers dédiés aux entreprises, dédiés au recrutement, au conseil en recrutement, recontactent ces entreprises qui se sont engagées, recueillent leurs besoins de recrutement et leur proposent un certain nombre de services. Quels sont ces besoins de recrutement qui nous ont été confiés suite à l'engagement de ces entreprises en matière de recrutement sur la plateforme? Ça va rejoindre ce que le collègue du ministère de l'Intérieur évoquait.
on va trouver 4 grands secteurs. Le top 4 est le suivant. Ce sont des entreprises, des emplois dans le domaine de l'hôtellerie, restauration, hein, qui sont en volume principalement adressés à nous. Ça va être des entreprises du service à la personne et à la collectivité, très liées au fait que le public aussi qui est déplacé d'Ukraine en France est un public pour l'essentiel féminin. C'est l'industrie et enfin, c'est l'agriculture. Tous les secteurs sont concernés, mais massivement, ce sont ces 3 secteurs et les métiers cœur de métier, hein, les métiers centraux dans ces secteurs-là, qui ont été confiés à Pôle emploi pour présenter des candidats, parmi lesquels, effectivement, des déplacés d'Ukraine. Parmi ces besoins de recrutement qui nous ont été adressés, il y a à peu près 50% de CDI et puis 38% de CDD de moins de 6 mois à l'intérieur du saisonnier, etc. Bien. Qu'est-ce qu'on fait de ces besoins de recrutement? Comment on fonctionne? Eh bien, Anne-Marie l'évoquait tout à l'heure, des personnes s'inscrivent, elles sont accompagnées par des conseillers, accompagnement de demandeurs d'emploi. Et de notre côté, les conseillers en charge d'accompagner les entreprises en charge de conseiller en recrutement, eh bien, dès lors qu'ils ont besoin de recrutement qui a été adressé via la plateforme, vont vous recontacter. Et une fois que le besoin de recrutement est ancré, défini de façon plus détaillée, alors ils transmettent le besoin à nos conseillers qui sont en charge de l'accompagnement pour de façon privilégiée proposer aux personnes qui sont accompagnées par nos conseillers en charge de l'accompagnement, leur proposer les offres d'emploi qui vont bien, qui leur correspondent à leurs appétences, voire leurs compétences. Et à ce moment-là, ils peuvent aussi apporter, comme l'évoquait Anne-Marie, le développement de compétences linguistiques associées. Voilà un peu sur la mécanique et le type de besoin de recrutement que l'on accompagne pour vous, entreprise. Je voulais simplement, pour terminer, dans les 2 minutes qui me restent, évoquer 2 services en recrutement qui sont principalement mobilisés avec les entreprises qui travaillent avec nous pour le recrutement de ces déplacés. 2 services, parmi d'autres, c'est ce qu'on appelle l'immersion professionnelle, qui vous permet à vous, recruteurs, de faire découvrir un poste de travail avant de recruter, de faire découvrir un métier, puisqu'on a beaucoup de personnes qui basculent de métier. Alors, il y a souvent des métiers en proximité, mais qui basculent de métier. Donc, sur une période de quelques jours, cette immersion vous permet de faire découvrir le métier, le poste de travail, voire d'évaluer la personne, éventuellement d'identifier un écart de compétences de la personne, en vue ensuite de la recruter. Donc, c'est ce qu'on appelle l'immersion professionnelle. Sigrid va nous mettre dans le fil de discussion un lien vers un article qui vous décrit ce qu'est l'immersion professionnelle dans le détail, et il vous suffit de contacter votre conseiller qui suit votre besoin de recrutement pour, par exemple, sur un déplacé d'Ukraine, si vous le souhaitez, pouvoir mettre en œuvre cette période-là de quelques jours d'immersion. Deuxième point, deuxième service que je mets en valeur parce que c'est un service qui est beaucoup utilisé par des entreprises qui ont déjà recruté des déplacés avec Pôle emploi, c'est ce qu'on appelle la formation préalable au recrutement. Anne-Marie l'évoquait d'un point de vue linguistique, mais aussi d'un point de vue compétences opérationnelles. Là aussi, en amont de la prise de poste, pouvoir former à votre main sur le poste de travail avec un tuteur en entreprise, former cette fois-ci non plus sur la compétence linguistique, mais former sur la compétence opérationnelle, sur certains savoirs ou savoir-faire pour adapter la personne au poste de travail et ensuite engager la démarche de recrutement, un DPE et ce qui s'ensuit. Donc, une période préalable de formation avant la prise de poste. Sigrid va mettre aussi le lien vers une présentation de ce dispositif dans un article sur pôle emploi.fr sur ce second service. Ce second service est même peut-être demandé sur pôle emploi.fr où il vous suffit d'identifier la personne que vous comptez recruter, d'identifier votre besoin de recrutement et à ce moment-là, tout ceci est transmis à votre conseiller qui vous recontacte pour mettre en place ce dispositif-là. Donc voilà, j'en ai terminé sur le sujet accompagnement au recrutement des déplacés.
Un grand merci Anne-Marie et Quentin. Et j'en profite parce qu'on a eu deux questions dans le chat, donc je vais vous les poser à tous les deux directement. Est-ce qu'on pourrait réavoir le nombre total de déplacés ukrainiens qui sont inscrits à Oui. Pôle emploi? Et également une autre question qui nous vient d'un utilisateur. Donc le problème, c'est que beaucoup d'Ukrainiens ne sont pas inscrits à Pôle emploi par méconnaissance. Donc du coup, quelles actions sont mises en place pour améliorer la notoriété justement de ce qui est mis en place par Pôle emploi? Oui. Alors, je redonne le chiffre. Donc, il y a aujourd'hui 6223 demandeurs d'emploi ukrainiens inscrits sur la liste de demandeurs d'emploi, dont 880 sont déjà en formation. Alors, vous avez raison, c'est vrai que l'accès à l'information est important. Il y a une forte mobilisation de l'État et de Pôle emploi sur la possibilité. Aujourd'hui, en fait, il y a des guichets uniques qui ont été mis en place dès le début de la crise. Il y a eu des guichets uniques dans 60 départements avec la présence en fait, des services de l'État et de Pôle emploi pour accueillir et informer les Ukrainiens sur les démarches leur permettant de s'inscrire et d'accéder à une recherche d'emploi et à un accompagnement. Aujourd'hui, donc il y a un certain nombre d'informations, de communication, et c'est vrai que souvent le point d'entrée, il y a aussi l'OFI. Alors l'OFI, en fait, c'est l'établissement en fait qui gère d'accueil des migrants et qui a aussi en fait un rôle très important sur l'accès à l'information et le renvoi des demandeurs d'emploi vers alors, le Pôle emploi ou aussi en préfecture la possibilité pour les demandeurs, les demandeurs ukrainiens de remplir un formulaire. Ils remplissent un formulaire dans lequel en fait, ils déclarent avoir envie de retrouver un emploi et par le biais de ce questionnaire, nous, on les recontacte pour leur donner un rendez-vous. Donc, ouais, il y a différentes sources d'informations, mais probablement qu'on n'arrive pas à toucher tout le monde. Mais vous le disiez, ça a été dit tout à l'heure dans la conférence. En fait, c'est vrai que on va avoir en fait un phénomène de circulation de l'information par le biais de bouche à oreille, puisque ils sont entre eux et l'information va circuler au sein de cette communauté. Et pour compléter, il peut y avoir des réticences aussi à certains déplacés, n'étant qu'ukrainophones, Mm. c'est pas loin du russophone, nos conseillers sont outillés pour Oui, échanger dans leur Mm. langue d'origine. Donc, s'il y a une absolument. réticence de se Mm, dire je vais faire une démarche auprès de Pôle emploi, mais je ne maîtrise pas le français, nos conseillers sont outillés pour qu'il y ait une compréhension dans l'entretien entre les deux parties. absolument. Important à Mm. partager aussi Important, oui. Ouais. avec Un traducteur. avec vous, entreprise, avec des personnes avec qui vous êtes en contact qui peuvent être un petit peu réticentes à se rapprocher de nous. Mhm. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je vous propose de compléter ces deux témoignages par un partage d'expérience d'entreprise et je vais passer la parole à Laetitia Blanc de Ducasse Paris, qui devrait arriver dans quelques secondes. Ok, merci. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Laetitia Blanc, je suis la directrice du développement RH au sein de la maison Ducasse Paris. Donc, l'idée, c'est de vous partager nos actions en faveur de notre engagement pour les personnes qui ont un statut de réfugié. Donc, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que la maison Ducasse Paris est engagée depuis très longtemps et dans l'accueil et l'intégration de candidats qui viennent de tous horizons. Donc, c'est vraiment dans notre ADN et dans notre culture. Nous comptons aujourd'hui 80 nationalités au sein du groupe et nous avons 15 personnes qui ont un statut de réfugié et qui travaillent dans nos restaurants ou nos manufactures. Donc, cet engagement se concrétise en fait au quotidien avec des partenaires. Donc, nous avons noué des partenariats assez forts avec les acteurs de l'emploi de Paris, dont la mairie de Paris, l'EPEC. Nous participons également avec Acto, qui est notre OPCO, de la branche professionnelle de la restauration, à un programme qui s'appelle Sésame et qui permet d'accueillir des personnes qui sont réfugiées et de leur faire découvrir le métier, de leur apprendre le métier. Donc, on a accueilli dernièrement dans un de nos restaurants une personne en stage, voilà, pourquoi pas l'embaucher par la suite.
nous avons des partenariats, bien sûr, avec Pôle emploi. Donc, quand le conflit, en fait, en Ukraine a éclaté, donc nous avons renforcé nos actions. Donc, nous nous sommes mis en contact très rapidement avec la CCI et dans la foulée, nous avons signé la charte des entreprises engagées. Nous sommes mis également en contact avec Coalia, qui a organisé un job dating spécialement dédié pour la maison du Casse-Paris, qui nous a aussi permis de rencontrer des réfugiés, alors principalement ukrainiens, mais aussi d'autres nationalités. Nous sommes également inscrits sur la plateforme ADECO Job for Ukraine, qui nous permet de récolter aussi des fiches de candidats potentiels, plutôt dans la restauration ou dans nos manufactures, mais il y a d'autres métiers. Et mardi dernier, nous avons pu également participer à un forum emploi qui était organisé par la CCI et la mairie de Paris à la maison des réfugiés pour rencontrer donc des réfugiés avec un focus sur les Ukrainiens. Et nous avons pu rencontrer à ce moment-là, lors de cet événement qui était un vrai succès, nous avons rencontré plus de 50 personnes. J'ai pu du coup hier contacter une vingtaine de personnes qui étaient vraiment intéressées par nos métiers, même s'ils n'avaient pas d'expérience et que la barrière de la langue pouvait être, pas forcément une barrière justement. Et j'ai pu transférer 15 CV à des managers qui aujourd'hui chez Ducasse recherchent des personnes, donc à faire à suivre. Voilà, donc on croise les doigts pour que les contacts se transforment en embauche. Aujourd'hui, nous avons au sein de la maison du Casse-Paris 3 personnes qui sont réfugiées de nationalité ukrainienne, qui ont été embauchées, 2 en CDI et une en CDD de plus de 6 mois. Une qui était responsable RH à Kiev et qui est aujourd'hui en charge de la logistique et de la gestion des commandes au sein de la manufacture de glace. Une autre personne qui était trésorière de métier pendant 16 ans, qui aujourd'hui travaille comme chocolatier au sein de la manufacture des chocolats. Et une autre personne qui était sous-chef sous-chef à Kiev, qui aujourd'hui travaille au sein de l'un de nos établissements étoilés. Ça se passe très très bien. La sous-chef ne parle ni français ni anglais, donc quand nous nous sommes contactés, nous avons d'abord communiqué par texto. Ensuite, nous nous sommes rencontrés en présentiel et donc, nous avions le téléphone avec Google Traduction. Donc, merci Google Traduction. Finalement, quand on veut, finalement, on peut communiquer, on y arrive. Donc, c'est pas forcément évident, mais on a pu vraiment communiquer. Nous avons aussi sensibilisé les managers aussi à l'accueil de personnes qui ont un statut de réfugié parce qu'elles ont vécu des choses compliquées, que les contacts doivent se faire d'abord en douceur et encore avec plus de bienveillance et de belle hospitalité tel qu'on peut le faire chez Ducasse Paris. Donc, cet engagement, finalement, on est vraiment sur un rapport gagnant-gagnant parce qu'effectivement, nous, on recherche des personnes, on recrute beaucoup aujourd'hui. Les candidats qui ont un statut de réfugié, ça peut être, et notamment pour les Ukrainiens qui ont envie de s'installer à plus ou moins long terme en France, ça peut être un premier palier, en fait, pour trouver un premier emploi, s'installer et se poser un peu. Voilà. Donc, on est sur un bel engagement qui donne aussi du sens au travail du responsable RH. Voilà. Merci beaucoup Laetitia pour ce partage. On a un deuxième témoignage d'une plus petite structure, Nuance Peinture et Décoration. Je vais passer la parole à Anaïs Lemaître. Si Anaïs, vous pouvez activer votre caméra. Ah, on a perdu Anaïs. Très bien. Alors, donc on va voir si on peut avoir ce témoignage un petit peu plus tard. Je vais passer sur la séquence suivante, puisqu'on a un webinaire assez riche. Cette deuxième séquence qui est dans le sujet, c'est la mise à disposition de logements et d'équipements par les entreprises. Dans cette séquence, on va tout d'abord avoir le témoignage de Frédéric Cadet de la Dial, à qui je laisse la parole. Bonjour à tous. Oui, Frédéric Cadet, donc je suis chef de projet à la DIAL, à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.
Et donc, je viens ce matin vous parler plus spécifiquement de la mobilisation pour permettre aux ménages ukrainiens donc d'avoir un logement. Évidemment, dès le début de la crise, une stratégie d'accueil en hébergement et en logement avait été définie sous l'égide de la CIC. Et donc, avec plusieurs phases, hein, un accueil d'urgence, la mobilisation d'hébergements ad hoc, essentiellement des lieux d'hébergement collectif comme des centres de vacances, donc, qui peuvent accueillir jusqu'à plusieurs mois les personnes, avec un accompagnement évidemment adapté. Et puis, bien évidemment aussi, l'objectif très, très rapidement d'identifier des solutions d'accès à un logement autonome et abordable sur une durée plus longue. L'hébergement citoyen étant aussi mobilisé alors à titre subsidiaire avec toutes les limites que l'on identifie bien sur cette possibilité de solution, puisque effectivement, et aujourd'hui, on arrive un peu au point où effectivement, on constate qu'il faut aller plus rapidement sur l'accès sur le logement. On sait que l'hébergement citoyen, notamment à un moment donné, voilà, il y a des ruptures qui nous sont remontées par les départements qui sont en pilotage de tout ce dispositif, de toute cette stratégie hébergement-logement. Il y a l'épuisement des familles, etc. Enfin, voilà, donc, et puis par ailleurs, sur l'hébergement aussi qui a été mobilisé, notamment au centre de vacances et autres, on sait qu'avec l'arrivée de la saison estivale, ce parc risque de se réduire. Donc tout ça fait que maintenant, depuis plusieurs semaines hein, déjà, et dès le début, mais encore plus depuis plusieurs semaines, donc il y a vraiment une volonté très forte d'accélérer l'accès au logement des déplacés ukrainiens et qui focalise vraiment les efforts de l'ensemble des services de l'État et des opérateurs aussi qui sont très, très impliqués, des opérateurs associatifs qui sont très, très impliqués. Pour donner peut-être quelques chiffres très rapides sur l'hébergement et le logement, aujourd'hui, on a 14 000 personnes qui sont dans l'hébergement collectif, 11 000 personnes qui sont en hébergement citoyen et 12 000 personnes qui sont en logement, ce qui correspond à 3 700 logements. Il y a énormément de personnes, par ailleurs, aujourd'hui, qui ne sont pas nécessairement pris en charge dans des dispositifs suivis par les services de l'État et donc potentiellement qui vont se manifester très rapidement. Voilà, parce qu'encore une fois, ils sont souvent en hébergement spontané, on va dire, et cet hébergement, à un moment donné, voilà, risque d'arriver à une phase critique où les personnes vont chercher vont être en demande d'autres solutions logement. Donc effectivement, tout ça vraiment met en avant le fait qu'il y a vraiment une nécessité très forte qui mobilise beaucoup. Alors, il y a évidemment une poursuite des efforts de captation de logements abordables dans des villes dotées de transports en commun, de services publics, bien évidemment. Il y a des opérations de desserrement vers des zones détendues et puis il y a tout un travail de conviction auprès des ménages ukrainiens qui est fait pour les convaincre de l'attractivité des villes moyennes en France, puisque c'est parfois compliqué de parvenir à faire des orientations. Donc dans cet grand effort de mobilisation du logement, évidemment, l'ensemble des citoyens depuis le début s'est fortement impliqué, mais aussi beaucoup d'acteurs institutionnels, les mairies, les collectivités territoriales sont très impliquées. Il y a eu beaucoup de logements qui ont été mis à disposition. On a eu aussi un certain nombre de partenaires qui se sont manifestés comme EDF, qui avaient un parc en propre et qui ont proposé des logements. Donc, bien évidemment, pour ce qui est des logements en tant que tels, il y a une forte demande et de forts besoins. Donc, on est très à l'écoute des propositions qui peuvent nous être remontées et on oriente ensuite vers les préfectures de département qui sont en charge du déploiement opérationnel du dispositif. Et par ailleurs, alors, le pendant de l'accès au logement, c'est évidemment, et c'est ce qui nous est beaucoup remonté dans l'ensemble des réunions que l'on fait avec les préfectures de département. Il y a un point crucial qui est celui de l'équipement des logements. Puisque les personnes arrivent souvent démunies et bien évidemment
les logements sont vides. Donc, il faut trouver très, très rapidement des moyens de les équiper. Ça nécessite beaucoup de temps et puis ça nécessite bien évidemment des moyens. Donc là, sur ce volet-là, on a engagé énormément de démarches pour identifier toutes les pistes possibles et mobilisables pour permettre l'équipement des logements. Alors, on va parler aujourd'hui de ce partenariat et de ce dispositif qui a été mis en place par le groupe United Bee et qui aujourd'hui est extrêmement précieux pour permettre réellement d'accueillir dans des bonnes conditions les ménages ukrainiens donc dans les logements. Alors, on a fait un appel à l'ensemble des entreprises. On avait eu des retours d'un certain nombre, sachant qu'alors par ailleurs, évidemment, il y a d'autres acteurs comme Action Logement qui se mobilisent et qui ont mis en place des crédits, mais c'est vrai que eu égard à l'ampleur des besoins, ces crédits ont été très très vite consommés. Donc peut-être je vais très rapidement et même tout de suite laisser la parole aux représentants du groupe United Bee pour parler donc de cette action qui est pour nous précieuse dans le sens où il est très facile de mobiliser, mais peut-être vous allez expliquer comment concrètement ça se passe, il est très très facile de faire appel et de mobiliser cette solution d'équipement des logements et de fait c'est extrêmement utile. Alors la parole française interviendra puisqu'elle a accepté de soutenir cette action pour permettre d'équiper encore plus de logements que ce qui était prévu initialement. Je vous laisse. Merci. Merci pour ce témoignage et pour cette transition. Donc, je passe directement la parole à Xavier de United Bay qui est parmi nous. Le lien est parfait. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Je suis Xavier Schalbaum. Moi, je suis en charge de la coordination des réponses aux crises au sein du groupe United Bee et des actions de solidarité à destination de l'Ukraine. Le groupe United Bee, en 2 secondes, c'est 15 000 personnes et ça rassemble des marques que vous connaissez probablement. La plus connue, c'est une marque d'électroménager et d'électrodomestiques, c'est les magasins boulangers qui sont présents partout en France, mais aussi Electrodépôt, qui est la marque Discount de United Bee, qui est aussi présente en France et en Espagne, et Krefel, qui est un petit peu le boulanger de la Belgique et du Luxembourg, plus des marques engagées dans l'économie circulaire qui se chargent de récupérer nos matériels jetables pour en faire des matériels durables avec le réemploi, le reconditionnement, le recyclage, la réparation, la location. Ce que je suis venu vous proposer aujourd'hui, c'est de rejoindre une opération qui vise à équiper l'ensemble des logements d'accueil pour les réfugiés en France. Aujourd'hui, ce sont les réfugiés ukrainiens. Demain, ce sera peut-être les réfugiés d'autres pays en guerre. Concrètement, comment on a fait et quels résultats on a obtenu. On s'est fixé un premier objectif d'équiper 1000 logements d'accueil pour les réfugiés ukrainiens en France. Aujourd'hui, cet objectif est atteint et nous avons pris à notre charge intégrale l'équipement de ces 1000 premiers logements d'accueil en France en électroménager de première nécessité, c'est-à-dire frigo, table de cuisson, four, bouilloire, etc. Concrètement, et c'est ça qui a fait un petit peu le succès de l'opération, c'est qu'on s'est associé bien évidemment avec notre partenaire, la Dial, avec Frédéric, et puis avec l'Association des maires de France qui a relayé auprès de ses supports de communication via les communes l'ensemble de notre opération. Ça veut dire qu'on a créé simplement un tout petit lien qu'on peut partager par mail et par SMS, et les associations qui sont en charge de ces logements d'accueil, associations reconnues d'utilité publique, associations reconnues d'intérêt général, ou CCAS, les centres communaux d'action sociale, se chargent de remplir ce petit lien qui arrive directement sur notre tableur Excel. On se réunit une fois par semaine, on valide ces demandes, on vérifie que ces associations sont bien reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, et on les met en contact avec le magasin boulanger ou électrodépôt le plus proche, et on les livre en 15 jours, en 5 jours en moyenne, en électroménager de première nécessité. Je vous le disais, on a atteint ces 1000 premiers logements d'accueil.
mais on a beaucoup d'autres demandes qui nous arrivent. Et du coup, ce qu'on a proposé aujourd'hui et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de chercher d'autres partenaires susceptibles de financer le matériel qui va équiper ces logements d'accueil. Pour financer ces logements d'accueil, l'idée, ça n'est pas, bien sûr, nous, de vendre le matériel. On le facture à prix coûtant, donc il est hors de question de gagner 1 euro sur cette opération. Simplement, on continue à se charger de la logistique et de la livraison du matériel électroménager de première nécessité. À ce jour, je peux vous annoncer l'arrivée de 2 nouveaux partenaires qui sont plus que stratégiques et plus qu'importants pour nous et pour le succès de l'opération. C'est le Roi Merlin France qui va prendre à sa charge 1000 logements nouveaux d'accueil. Et c'est la Croix-Rouge qui s'est engagée, pareil, à financer jusqu'à 1300 logements d'accueil qu'ils ont d'ores et déjà identifiés en France. Ça veut dire qu'on est potentiellement à 3300 logements d'accueil équipés ou en voie d'être équipés en France. Le système est très simple, c'est que les entreprises qui souhaitent être partenaires de cette opération peuvent se manifester auprès de nous et ensuite on se coordonne pour savoir quel est le nombre de montants et quel est le nombre de logements d'accueil qu'elles veulent financer. Un logement d'accueil, c'est plus ou moins en moyenne 400 € parce qu'il y en a qui veulent logement, frigo, frigo, four, table de cuisson, il y en a qui veulent une bouilloire et un four, etc. Mais en moyenne, ça fait 400 € par logement. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a donc pour ambition d'équiper l'ensemble des logements d'accueil. Cette idée, elle nous est venue parce qu'on avait créé une autre opération pendant le Covid qui était un monde de liens. On avait fait pareil avec les tablettes mises à disposition via la Fondation Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris, des malades atteints du Covid qui n'avaient plus le droit à l'époque de recevoir de visite en hôpital ou en EHPAD. On avait fourni les 10 000 premières tablettes et on s'était associé à des partenaires qui peuvent être tout à fait des concurrents, Amazon, Samsung et autres. Et on était monté jusqu'à 40 000 tablettes. Avec le Roi Merlin, on envisage aussi de prendre en charge la réfection de ces logements d'accueil et pas seulement l'équipement. Avec Boulanger Électrodépôt, on envisage à terme aussi de les fournir en informatique et de les équiper en informatique. Voilà, pour finir, tout simplement, l'opération, si elle marche aujourd'hui, c'est qu'elle est très simple, elle est très souple. Et maintenant, je suis, ainsi que Kelly Bochet, qui travaille avec moi à l'animation de cette cellule Solidarité Ukraine, à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci Xavier. Et ça nous permet aussi de faire la transition avec la Croix-Rouge. J'en profite juste avant pour faire un petit rappel. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat et on les relaiera aux intervenants ou on essaiera d'y répondre directement dans le fil de discussion. Donc, je passe la parole à Johan de la Croix-Rouge pour compléter ce témoignage. Bonjour à tous. Donc, en complément de ce qui a été dit, l'idée c'était de vous présenter les différents dispositifs que la Croix-Rouge a mis en place dans le cadre de cette crise ukrainienne, car très rapidement, fin février, on s'est rendu compte qu'on allait avoir un afflux de personnes en France, ce qui est une nouvelle donnée pour les organisations comme la Croix-Rouge, qui est plutôt habituée à envoyer des personnes sur des lieux où il y en a besoin. Là, on était sur de l'accueil en nombre. Donc, très rapidement, nous-mêmes, nous avons mis une cellule de crise autour de la direction générale pour pouvoir répondre aux premiers besoins, notamment des kits hygiène, des kits de connexion pour que les gens puissent rester connectés avec leur famille, leurs proches qui étaient restés en Ukraine ou qui a été dispatché sur l'ensemble du territoire européen. Et ensuite, nous nous sommes mis autour de la table pour voir comment nous pouvions aider à plus ou moins long terme ou plus ou moins moyen terme les familles qui arrivaient en France pour subvenir à leurs besoins. Donc, la première chose qui a été mise en place, c'est ce dont parlait Alexandre Monclin tout à l'heure, c'est un dispositif d'aide financière, car grâce à la demande temporaire, les personnes qui fuient l'Ukraine ont accès aux soins, ont accès au travail, comme vous l'avez dit vous-même, etc., et accès à l'allocation des demandeurs d'asile, qui est une aide financière qui est versée à
à chacun. Mais pour des raisons administratives et de délai, on s'est rendu compte que des personnes n'avaient aucune ressource. Donc, très rapidement, avec un partenaire qui s'appelle Edenred, que vous devez connaître aussi également sous le nom de Cadeos, nous avons mis en place un partenariat pour distribuer une aide financière sous forme de chèques pour que les gens puissent utiliser ces chèques dans un nombre d'enseignes assez important, assez conséquent au niveau du territoire national. Ensuite, alors, bien évidemment, tout ça s'accompagne de différents dispositifs qui sont mis en place localement. Là, aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir une vision un peu plus généraliste sur ce qui se fait en France. Ensuite, c'est poser la question de l'hébergement, car comme ça a été dit à plusieurs reprises, on s'est vite rendu compte que les gens étaient dans des hébergements provisoires et que bien évidemment, il allait falloir les loger dans des lieux plus pérennes et que donc la question de l'ameublement et de l'électroménager allait se poser et donc qu'il devait falloir équiper ces foyers de matériel. Donc, en lien avec la DIAL, qui nous a présenté également le dispositif de United Bee que Xavier vient de vous présenter. Nous avons décidé de mettre en place une chaîne logistique au sein de la Croix-Rouge en complément de ce que propose United Bee, c'est-à-dire que de l'électroménager, on travaille avec eux, mais également sur des questions de mobilier avec d'autres partenariats, mais également avec un dispositif au sein de la Croix-Rouge qui est une unité d'insertion qui s'appelle Croix-Rouge Insertion et qui nous permet également de mobiliser ces forces-là dans le cadre de ces crises. Alors, juste pour rappel, l'ensemble de la Croix-Rouge, c'est 17 000 salariés, mais c'est notamment 60 000 bénévoles qui sont répartis sur l'ensemble du territoire et qui sont donc mobilisés depuis le début. À ce jour, donc, le dispositif pour l'aménagement, pour le logement donc, est lancé. 1300, nous, on a un objectif de 1300 logements, comme le disait Xavier tout à l'heure. Et là, on est à la recherche de nouveaux dispositifs et de nouveaux partenariats pour aller un peu plus loin dans l'accompagnement des personnes qui restent sur le territoire, notamment au moment de la rentrée scolaire, où il y aura peut-être besoin d'aide pour les enfants qui sont scolarisés ou les ados qui vont être en collège et au lycée. Mais également, on est en train de voir à plus moyen terme si on a la capacité de mettre en place des dispositifs qui ne pourront se faire qu'avec des partenariats. Vous savez que la Croix-Rouge distribue des dons qu'elle perçoit, mais également les partenariats qui sont essentiels. Donc c'est pour ça qu'on est aujourd'hui autour de la table. Et pour vous préciser sur comment sont générés les partenariats, ça se fait de deux façons. Soit nous imaginons un dispositif, on essaye d'identifier des partenaires potentiels, on se rapproche d'eux pour voir ce qui est envisageable. Donc, ça peut être sous forme de dons, ça peut être sous forme de mécénat de compétences aussi. Donc, je pense que c'est important de vous présenter aussi ce que c'est que le mécénat de compétences pour les entreprises qui permet à des entreprises, quelles qu'elles soient, de mettre du personnel à disposition d'organismes d'intérêt général et d'avoir, donc c'est un dispositif qui est gagnant-gagnant parce que l'entreprise a en contrepartie une exonération fiscale de 60% sur le salaire chargé de la personne qui est mise à disposition. Donc, imaginons si on met en place une chaîne logistique et si nous n'avions pas ces compétences au sein de la Croix-Rouge, une entreprise peut nous mettre du personnel à disposition sur une durée qu'on détermine ensemble, sur 2, 3, 4, 5, 6 mois. Cette personne-là, ce salarié, sur son temps de travail, dans les mêmes conditions de travail qu'il a auprès de son employeur, est mis à disposition de la Croix-Rouge pour que ces compétences soient mises à disposition autour de la Croix-Rouge. Ça peut être des compétences informatiques, ça peut être des compétences logistiques. Enfin, c'est vraiment sur des besoins identifiés. Donc, même si vous n'êtes pas en capacité de nous apporter des dons en nature, sachez que c'est une possibilité et qu'il y a un intérêt fiscal en contrepartie. Donc, ça, c'est la première façon de solliciter des partenariats, c'est-à-dire que c'est la Croix-Rouge qui va vers les entreprises potentielles. Et la seconde, régulièrement, on reçoit des propositions, donc via des intermédiaires comme la DIAL, par exemple. Là, actuellement, on a des propositions de logement pour des étudiants également, dans des résidences étudiantes où tout est fourni. Donc, dans ce cas-là, c'est les partenaires qui viennent vers nous, partenaires potentiels. On entend ce qu'ils ont à nous proposer. On essaye d'avoir un regard purement opérationnel parce que là, on est bien dans des situations de crise. Donc, il faut qu'on soit efficace très rapidement,
tout en ayant une discussion parallèle sur les questions de conventionnement, les questions administratives, car chaque partie quand même doit être protégée et il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, n'importe comment, mais on essaye vraiment d'avoir une discussion parallèle et efficace. Et une fois qu'on a vu ce que l'entreprise pouvait nous proposer, qu'on a identifié que ça répondait à un réel besoin, qu'il ne s'agit pas de dire oui à tout, l'idée c'est vraiment de répondre à un besoin, parce qu'une fois de plus on est en situation de crise. Là on se met d'accord sur un fonctionnement et on lance le plus rapidement possible le partenariat. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, on a un service dédié au partenariat qui travaille avec nous la partie opérationnelle. Merci beaucoup, Johan, pour ce témoignage. On a eu pas mal de questions dans cette séquence, des questions auxquelles on est en train de répondre dans le chat, mais notamment sur oui, United Bay et Boulanger interviennent aussi sur des départements où ils n'ont pas de magasin ou d'entrepôt. On vous partage également les coordonnées de Xavier, si vous voulez répondre aussi à son appel à la mobilisation. Et je vais passer très rapidement la parole à Joe Ashkar de Je veux aider pour un témoignage sur la mobilisation des collaborateurs. Et on reviendra ensuite à la fin. Il y a quelques questions qui ont été posées. On redonnera la parole à certains intervenants. Merci, je te laisse la parole, Joe. Bonjour à tous, je m'appelle Joe, je suis responsable des opérations au sein de jeuxaider.gouv.fr. C'est la plateforme publique du bénévolat qui permet à chacun, chacune de s'engager sur une cause, que ce soit une cause de solidarité, que ce soit une cause en faveur de la lutte contre l'isolement, l'accompagnement des personnes en difficulté, le mentorat et le tutorat. Je veux aider en fait une plateforme ouverte à tous ceux et celles qui le souhaitent à s'engager à titre personnel. C'est un engagement qui ne se fait pas dans le cadre d'une structure d'entreprise ou sur un temps de travail, mais à titre personnel. Depuis le début de l'année, donc depuis janvier, plus de 20 000 personnes sont engagées pour accueillir et accompagner les personnes déplacées et réfugiées. À titre personnel, je ne suis que, on va dire, en guillemets, intervenant dans la plateforme. Donc, je souhaite absolument remercier ceux et celles qui s'engagent, qui prennent du temps pour faire de la solidarité et des structures, que ce soit les associations, les entreprises ou les organisations publiques qui le permettent, puisque sans bénévoles, la solidarité n'est pas possible et elle a vocation à s'incarner sur tous les territoires. Ce dispositif, qui est en fait issu de la loi égalité-citoyenneté et qui est l'incarnation numérique de la réserve civique, a été créé en 2017. Aujourd'hui, on dénombre 380 000 bénévoles inscrits sur la plateforme, plus de 10 000 missions disponibles partout en France et 8 000 organisations partenaires, que ce soit des associations de grande taille, comme la Croix-Rouge, qui peut publier des missions sur jeuxaider.gouv.fr, ou encore Petits Frères des Pauvres, Emmaüs. On a aussi en fait toutes les structures de très petite taille qui sont invisibles. Donc on a souvent en fait des interactions avec les grandes structures très visibles du grand public, mais celles qui font en fait la solidarité sur le territoire, c'est un peu comme les PME et les TPE, ce sont les petites structures qui sont réparties partout en France. On fait face à quelques difficultés. Dans les grandes métropoles, on a un engagement qui est prononcé, et plus on s'éloigne en fait des métropoles, et plus on va vers des collectivités et des communes de petite taille, plus l'engagement bénévole est faible. Ce qu'on peut demander aux entreprises est assez simple, c'est juste partager le message, inciter vos collaborateurs à s'engager bénévolement, à découvrir une façon de contribuer à la résilience et à la solidarité partout en France. Voilà, si vous avez des questions, je suis disponible. Je ne vais pas prendre plus de temps, parce que j'ai cru comprendre que Victor doit conclure d'ici 12h30 et je lui donne la parole. Alors, je ne vais pas conclure tout de suite. Je vais essayer de répondre à quelques questions. Si on dépasse d'1 ou 2 minutes, ça devrait aller de notre côté. Je vais passer la parole à Alexandre de la Dière. On a une question sur le statut actuel des réfugiés. Est-ce qu'il sera renouvelé au-delà de 3 mois, reconduit? Donc voilà, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Victor. Effectivement, oui, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Nous avons eu, avec les flux massifs de déplacement de population que l'Europe n'avait pas connus depuis de très, très nombreuses années, on a activé au niveau européen le statut de protection temporaire qui n'avait jamais été activé depuis sa création en 2001. Ce statut, en fait, il est un peu hybride. Ce n'est pas une demande d'asile en tant que telle, c'est un statut qui est plus large, qui permet en fait aux personnes de se déplacer librement avec leur famille au sein du territoire européen et qui leur accorde de nombreux droits, dont celui de travailler sans autorisation. Il accorde évidemment l'accès à la scolarité, l'accès à la protection sociale en France et à une aide qui a été évoquée tout à l'heure par Johan Olivier, l'aide aux demandeurs d'asile qui leur permet de survenir à leurs besoins, en tout cas aux premiers besoins, le temps de trouver de la stabilité.
salariés. Cette protection temporaire, elle est activée pour l'instant pour 6 mois, renouvelable, jusqu'à ce qu'elle soit désactivée au niveau européen, donc qui n'est pas du tout ce qui est prévu pour le moment. Donc, les personnes qui ont bénéficié de cette protection depuis le 24 février vont être renouvelées à partir du mois d'août, et leurs droits, évidemment, seront prolongés, dans les prochaines semaines. Et il faudra qu'elles refassent une demande pour obtenir l'aide aux demandeurs d'asile, qu'elle soit bien renouvelée. Mais sinon, rien ne change pour ces personnes. Merci beaucoup, Alexandre. On a une autre sollicitation, mais ça c'est plus de notre côté. On vous préparera un mail récapitulatif avec l'ensemble des liens qui ont été partagés et du contenu. On l'enverra à tous les participants qui ont rejoint ce webinaire. On arrive au terme, on est pile à 30. Un grand merci déjà à tous les intervenants pour l'ensemble de ces témoignages, pour nous avoir aussi éclairé sur les différents leviers d'action qui sont possibles et qui sont à disposition des entreprises pour agir concrètement en faveur des personnes déplacées d'Ukraine. Et ça, on vous en fera tout un résumé juste après cette réunion. On n'a pas pu l'évoquer, mais beaucoup de choses qui sont faites sur les territoires, notamment avec l'appui des clubs départementaux, les entreprises s'engagent. Et si vous souhaitez participer à ces actions collectives, notamment des webinaires d'information, des forums de sensibilisation, des journées de recrutement, vous pouvez prendre contact avec votre club départemental en allant sur le site Les entreprises s'engagent. Vous aurez le contact du leader de club. Un grand merci à tous. Nous, dans le cadre de la communauté, les entreprises s'engagent. L'idée, c'est d'aller encore plus loin avec l'ensemble des entreprises membres et des entreprises qui vont rejoindre la communauté plus tard pour réfléchir à comment on peut continuer à sensibiliser un maximum d'entreprises et de bénéficiaires, comment on peut simplifier aussi ces dispositifs qui sont mis en place pour les entreprises avec les associations et avec les services de l'État. Et puis comment on peut également expérimenter de nouvelles formes de mobilisation, de cycles de réflexion pour toujours continuer à faire et trouver le modèle le plus efficace, toujours en faveur des bénéficiaires et en tout cas aujourd'hui des personnes déplacées d'Ukraine. Un grand merci à tous et à très bientôt pour une prochaine édition du workshop Les entreprises s'engagent. Merci à tous.